quand on regarde les médias mainstream, nous sommes en train d'entrer dans une forme d'hystérie concernant ce fameux hantavirus. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur ce que c'est déjà, cher professeur, et puis faire votre analyse de la situation? Alors, l'hantavirus, c'est un virus qui est transmis à l'homme par voie respiratoire, mais il faut inhaler, il faut sniffer d'assez près ou dans un espace très confiné des déjections de rongeurs qui ont été un peu aérosolisées par accident parce qu'on on piétine à quatre pattes dans des tranchées. Alors, c'était, les premiers cas ont été décrits pendant la guerre de Corée où les GIs américains, là, les militaires, étaient en train de ramper dans des tranchées au contact de rongeurs. Et il y avait eu beaucoup de cas, il y avait eu des morts. Et ils avaient appelé ça, le virus n'était pas isolé à l'époque, ils avaient appelé ça la fièvre coréenne hémorragique parce que ça donnait des hémorragies, des atteintes rénales. Alors ça s'est appelé hantavirus quand on a découvert le virus plus tard parce que les premiers cas ont été décrits autour de la rivière Hantan. La rivière Hantan, c'est la rivière qui sépare les deux Corées. Voilà, donc ça, c'est l'historique. Alors après, ce virus probablement existait depuis la nuit des temps, mais on ne les connaissait pas. Alors en Europe, on a découvert un peu plus tard que des virus similaires circulaient, parce qu'il y a des souches assez différentes selon les régions du monde. En Europe et notamment en France, ces souches sont moins virulentes. C'est pour ça qu'en France, en Europe, on a abandonné il y a longtemps l'appellation fièvre coréenne hémorragique, parce que les hémorragies sont plutôt rares en Europe. Ça donne plutôt de la fièvre. Et la principale complication, c'est une insuffisance rénale aiguë. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus pisser pendant plusieurs jours. Il y a un blocage des reins. Et on peut tout à fait sauver les gens par quelques séances de reins artificiels le temps que le virus s'en aille. Alors, les souches européennes sont quand même moins virulentes que les souches asiatiques. C'est pour ça qu'en France, même s'il y a quelques dizaines de cas régulièrement, la mortalité est très faible, voire quasi nulle. Moi, j'ai soigné des fièvres comme ça à hantavirus pendant une quarantaine d'années quand j'étais en exercice. Bon, il n'y en avait pas tout le temps, il y en avait occasionnellement, on en avait 2, 3 par an à l'hôpital. On n'a jamais pris de mesure d'isolement, ça se transmet absolument pas, pour la souche en tout cas asiatique et les souches européennes, ça se transmet pas d'homme à homme, donc on n'a jamais pris de mesure d'isolement dans les hôpitaux pour ces cas. Donc, et alors, il faut savoir qu'en France, ça existe, surtout dans le nord-est de la France. Enfin, c'est descendu actuellement jusque dans la région lyonnaise, mais c'est plutôt le nord-est. Et d'ailleurs, on pense que historiquement, pendant la guerre de 14, il y a eu des soldats qui ont été touchés par cette maladie dans les tranchées, parce qu'il y avait des fièvres de tranchées dues notamment à des piqûres de tiques, à des poux, à d'autres choses. Mais on pense que l'hantavirus a joué un rôle, mais à l'époque, on ne connaissait pas le virus. Alors, le virus a été découvert, je crois, à la fin des années 70 ou début des années 80, je ne sais plus la date exacte. Voilà, alors après, l'histoire actuelle, c'est sur les souches américaines, nord- et sud-américaines, qui sont différentes et qui celles-ci peuvent donner une atteinte respiratoire et cardiaque avec des complications pulmonaires, d'où ce petit risque de contagion par interhumaine. Mais en fait, cette contagion interhumaine n'a été décrite qu'en Amérique du Sud avec la fameuse souche Andes, la souche des Andes, qu'on a retrouvée sur le bateau l'autre jour. Mais si on regarde, il ne faut pas non plus s'inquiéter trop, sauf s'ils ont trafiqué le virus, ça c'est une autre histoire, mais pour l'instant, il n'y a aucune donnée dans ce sens. Cette souche Andes, elle a été décrite en 1995. Et après, elle a une petite épidémie en Argentine de une dizaine de cas. Alors, souvent, c'est des toutes petites épidémies de temps en temps, 10 cas, 30 cas, puis ça s'arrête tout seul. Quelquefois, malheureusement, il y a une personne qui peut décéder. Mais quand on nous parle de chiffres astronomiques de mortalité, c'est parmi les formes sévères hospitalisées, parce que la plupart des formes sont bénignes, passent inaperçues, passent pour une grippe, les gens s'immunient. Et après, c'est vrai qu'il y a des formes sévères, il y a des formes mortelles, ça c'est indéniable, mais la plupart du temps, si une forme grave, si les gens peuvent aller quelques jours en réanimation, avoir un peu de rein artificiel s'il y a besoin, on peut tout à fait les guérir. Et maintenant, on sait, alors il n'y a pas d'études cliniques randomisées en double aveugle, mais il y a quand même des données scientifiques qui semblent montrer que l'hydroxychloroquine et l'ivermectine
comme pour le coronavirus, seraient actifs. Mais bon, là, pour l'instant, ceci dit, comme c'est des médicaments parfaitement tolérés, s'il y a quand même des données publiées là-dessus, s'il y avait un doute, je pense qu'on pourrait les utiliser, mais en les évaluant, bien sûr. Donc voilà, donc d'un seul coup, il y a quelques, je ne sais plus combien de cas sur le bateau, enfin un nombre assez limité, il y a 3 morts ou 5 morts, je ne sais même plus. Oui, 8 cas, je crois que c'était 8 cas. Les décès. Les décès, il y en avait 3, oui. 3, c'est ça, oui. Bon, donc 3 décès sur la planète, alors qu'il y a toujours eu de temps en temps des décès par hantavirus. Je rends hommage aux victimes, c'est triste pour eux, pour leur famille, bien sûr, hein, mais que du jour au lendemain, on fasse une alerte mondiale en disant attention, il y a un hantavirus terrible qui va ravager la planète, que le directeur de l'OMS se déplace, tout ça, c'est quand même assez hallucinant. Alors, quand on regarde aussi, ça a démarré, le bateau, il était en Argentine. On dit oui, mais c'est un photographe avec sa femme qui était amoureux des oiseaux, qui a voulu prendre des photos, il est allé dans une décharge. Moi, je pense que ça fait un peu un narratif un peu, je dirais un peu gros à avaler, parce que quand on aime la nature, qu'on voit des beaux paysages, qu'on peut prendre des oiseaux téléobjectifs, on va patauger. Parce que vraiment, marcher comme ça dans une décharge, on n'est pas contaminé. Il faut vraiment être à 4 pattes au ras du sol pour sniffer les déjections de rongeurs. Je vois pas un gars comme ça, photographe, aller se mettre à 4 pattes avec sa femme dans les déjections de rongeurs. Je pense qu'on nous invente un scénario comme on a inventé le marché pour le premier SRAS. Vous vous souvenez, il y a longtemps en Chine, c'était un marché chinois avec à l'époque la chauve-souris. Après, pour le Covid-19, c'était aussi un marché chinois avec le pangolin, et on nous sort maintenant la décharge de l'Argentine, et que le gars aura amené le virus à bord du bateau. Ça, j'y crois pas du tout, parce que quand il y a comme ça plusieurs cas groupés d'un seul coup au même endroit, ça peut pas être de la transmission interhumaine. Il faut pas me raconter des cracks. Ce virus, même si une potentielle transmission interhumaine, elle est très difficile, très longue, il faut être en contact prolongé dans un espace très clos. C'est vrai qu'un bateau, c'est un espace clos, mais il faut... et puis, il faut une relation intime. Il y en a même qui disent il faut probablement des échanges de salive, des relations sexuelles. Alors, pas toujours, parce qu'il semble qu'il y ait quelques cas où des gens qui ont fait un voyage prolongé ensemble et puis se contaminer, c'est tout à fait possible. Mais si ce virus Andes était si dangereux, pourquoi depuis 30 ans, il n'a pas fait de dégâts majeurs, il a donné des tout petits foyers épidémiques de temps en temps, et que d'un seul coup, il serait si méchant. Alors des gens pourraient dire, bah oui, il a peut-être été manipulé, parce que maintenant on a la preuve que le Covid était manipulé, même d'autres virus. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas d'argument, parce qu'il y a un laboratoire suisse qui a séquencé la souche d'un malade qui est arrivé en Suisse, là, et il se trouve que cette souche est parfaitement homologue, je crois, à 99,9% avec l'hantavirus Andes connu depuis longtemps. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'argument d'avoir modifié la souche. Enfin, on ne sait jamais. Alors maintenant, ce qui me frappe beaucoup dans cette histoire, quand on regarde avec un peu de recul, il y a ces 3 morts, alerte mondiale, y compris de l'OMS qui cherche à paniquer tout le monde en étant soi-disant rassurant, mais ils avaient fait le même coup avec le Covid. Non, non, vous inquiétez pas, Agnès Buzyn, ne vous inquiétez pas, ça ne viendra jamais en France, ça sera très bénin. Qui d'ailleurs maintenant revient sur des plateaux, c'est un peu hallucinant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, d'un seul coup, Tedros va lui-même accueillir le bateau à Tenerife, sur les îles Canaries? Pour 3 morts. Il ne se déplace pas. Le vaccin Covid a tué 20 ou 30 millions de personnes dans le monde. Il n'y a aucun communiqué de l'OMS pour dire qu'il faut arrêter le vaccin. Le ministère de la Santé continue à recommander le vaccin. J'ai même vu un communiqué de la Direction générale de la Santé. Ce nouveau vaccin grippe ARN messager est génial. On est dans un délire total. Et là, pour 3 morts, il se déplace. Alors, très bien. Il arrive. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il faut savoir que c'est juste au moment où l'Argentine a décidé de suivre les États-Unis pour quitter l'OMS. Et c'est juste au moment où il y a les négociations à Genève pour faire admettre le traité pandémie de l'OMS, qui était un scandale absolu, qui mettrait l'OMS et donc son directeur au-dessus de tous les États.
C'est-à-dire que Tedros pourrait décider qu'il y a une épidémie de n'importe quoi, du lapin dans les Ardennes, et puis que du coup c'est très dangereux, tout le monde doit être confiné. Il y avait une gastro-entérite sur un bateau. Voilà, un laboratoire est en train de fabriquer un nouveau vaccin ARN messager pour le virus du lapin, et hop, tout le monde doit être obligé de se faire injecter un produit expérimental. Et je rappelle que l'injection obligatoire d'un produit expérimental, je pense qu'un jour ils le paieront, ça, c'est un crime contre l'humanité. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, Tedros, qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'ai écouté son discours quand il est arrivé. J'espère que cette épidémie donnera une leçon à l'Argentine, aux États-Unis, pour oser quitter l'OMS. Donc, en fait, là, on s'aperçoit que le traité aussi de l'OMS, c'est pas en train de se passer comme il voulait. Je crois qu'il y a pas mal d'opposition dans les discussions et qu'ils vont être obligés de reporter le vote à l'année prochaine. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais on voit que, comme par hasard, ça tombe juste à ce moment-là. Puis alors là où j'ai halluciné, il y a eu deux choses qui m'ont fait halluciner. C'est que d'une part, j'ai appris que 3 semaines avant, ils avaient fait une répétition générale, comme par hasard aussi aux îles Canaries, avec la complicité toujours de certaines autorités espagnoles. Et le scénario, c'était on accueille un paquebot contaminé par un hantavirus, il y a des morts à bord, comment on fait? Donc, ils sont forts. C'est la préscience. À chaque fois, ils l'ont fait pour le Covid. Il y avait l'événement 201 aux États-Unis, organisé par Bill Gates avec l'armée américaine pour juste quelques semaines avant l'épidémie de Covid. Ils simulaient une éventuelle épidémie de Covid et comme par hasard, Bill Gates a fait la même chose avec le nouveau variant de la variole du singe. Bon, heureusement, il a fait flop parce qu'il se transmet par voie anale, mais il ne l'avait pas prévu. Mais il a fait un événement aussi de préparation à la future pandémie de variole du singe. Il avait même prévu la date. Il est très fort, Bill Gates. Hein. Il devrait se reconvertir en astrologie parce qu'il avait prévu, ce sera au mois de mai, je ne sais plus quelle année, il y a quelques années. C'est tombé pile quand il l'avait prévu. Et là, c'est pareil. On fait un événement, on organise je crois qu'il y avait des représentants de beaucoup de pays qui étaient présents. Et puis, paf, 3 semaines après, le scénario se réalise, il y a un bateau qui arrive d'Argentine, il y a 3 morts. Et puis, alors, ce qui m'a fait aussi hurler de rire, je préfère en rire qu'en pleurer, mais on voit, ils filment des gens habillés en scaphandrier qui accueillent ces pauvres malades traités comme des pestiférés. Puis qu'est-ce qu'on voit? On voit que le personnel du bateau, le policier qui surveille ça, même le chauffeur du bus qui emmène les malades qui sont complètement masqués et tout ça, avec du personnel soignant dans l'autobus qui est complètement en scaphandre. Et le chauffeur, lui, il est en t-shirt, il conduit tranquillement. Et puis on voit même une scène où il y a un malade hospitalisé, tout le personnel soignant est complètement en scaphandrier isolé. Puis on voit un gars qui est assis sur le fauteuil à côté, qui est en t-shirt, sans aucune protection. Donc, ça fait quand même le film d'Hollywood, hein, c'est pas sérieux, il ne faut pas me raconter des cracks. Et ça, vous pouvez le vérifier, on voit toutes ces images sur Internet. Donc voilà, alors, ils ont prévu le truc. Il veut paniquer tout le monde pour essayer de sauver l'OMS, qui est très mal, parce que depuis les États-Unis étaient un des premiers financeurs publics de l'OMS. Bon, bien sûr, c'est Bill Gates, qui est le premier financeur privé avec l'industrie pharmaceutique. Mais je sais qu'à l'OMS, ils souffrent actuellement Et puis ils ont peur du coup, que ça devienne une pandémie mondiale, que beaucoup de pays quittent l'OMS, parce que là, ce serait une vraie pandémie, mais dans le bon sens du terme. Je sais qu'il y a des pays qui sont en train de réfléchir. Pour l'instant, on n'a pas encore de... Mais enfin, l'Argentine, c'est sûr. Pourquoi on punit l'Argentine? Puis alors, après, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait quand même. Ils veulent développer des tests PCR, ils ont commencé à les mettre en route pour dépister des gens asymptomatiques. C'est un scandale scientifique, ils ont fait ça dans le Covid, on n'a pas le droit de faire ça. La PCR, c'est pour confirmer un malade qui a des symptômes. La PCR a trop de faux positifs pour le faire en population générale. Et pourtant, la ministre dit « Ah ouais, on a testé tous les gens qui sont arrivés, on leur fait des PCR. » Non, madame la ministre, c'est une hérésie scientifique. On ne teste pas par PCR des gens qui n'ont pas de symptômes. Après, on nous dit « Oh ouais, mais si ça se trouve, on ne sait pas, mais les asymptomatiques seraient contagieux. » C'est totalement faux. Un asymptomatique ne peut pas être contagieux parce qu'il faut avoir une atteinte pulmonaire, donc il faut avoir de la fièvre, tousser pour être contagieux. Donc,
Alors les pauvres gens vont se trouver isolés dans des chambres à pression négative à l'hôpital Bichat pendant plus d'un mois, quoi. Là, on tombe dans le délire scientifique. Et puis l'autre chose qui aussi m'a beaucoup choqué, c'est que on apprend que Moderna, comme par hasard, depuis quelque temps, développe un super vaccin ARN messager contre l'hantavirus. Alors là, on hallucine parce que l'hantavirus n'intéressait personne. Il y avait quelques cas, de temps en temps un mort. Et là, d'un seul coup, on développe un vaccin qui va sauver. J'ai la porte qui sonne, cher professeur. Je reviens tout de suite. Bien sûr. J'avais une question, puisque nous avons la chance de vous avoir, cher professeur. Il y a maintenant cette Française qui est hospitalisée et on nous dit poumon artificiel. À l'époque du Covid, c'était des intubations, mais quel est ces traitements? Est-ce que c'est justement, comme vous dites, sur le rein artificiel, il calque ça? La souche américaine et sud-américaine, elle touche pas trop le rein, d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt les poumons et le cœur. Donc, qu'ils fassent de la réanimation pulmonaire, c'est tout à fait justifié. Ben, maintenant, justement, le Covid a permis de montrer aux réanimateurs qu'il ne fallait pas intuber, faire plutôt de l'oxygénation extracorporelle. Donc, là, je ne sais pas trop le détail technique pour la prise en charge de ce cas, mais enfin, je pense que j'ai confiance dans les équipes de réanimation d'hôpital Bichat et je pense qu'ils vont faire du super travail et sauver cette dame, quoi, je l'espère. Après aussi, ce qui était surprenant, alors c'était pour revenir juste au vaccin ARN messager, parce que ils se vendent de faire un super vaccin. Il faut le rappeler que les produits ARN messager ne sont pas des vaccins, ce sont des produits de thérapie génique qui, par une entourloupe, quand il y a eu le vaccin Covid, normalement, ils auraient dû passer dans les agences de régulation, dans la filière thérapie génique pour l'évaluation, qui est beaucoup plus contraignante. Et ils ont obtenu, par des pressions, du lobbying, d'être évalué comme vaccin. Ça n'a jamais été un vaccin. Le vaccin Covid n'a pas protégé, n'a pas empêché la transmission, a plutôt augmenté le risque de faire une forme grave. Et maintenant, on sait qu'il a augmenté le risque de mourir. Donc, c'est un produit facilitateur de l'infection. Donc, si maintenant, on vous promet un vaccin ARN messager pour n'importe quoi, pour la grippe, pour l'hantavirus, vous fuyez, vous refusez. Ce sont des produits toxiques, dangereux, qui tuent. Ça donne des thromboses, ça donne des cancers. Il paraît que le professeur Kayat s'étonne maintenant qu'il y a plein de turbo-cancers en France. Il ne sait pas d'où ça vient, mais il ne faut pas se foutre de nous. On sait très bien d'où ça vient. Donc voilà, c'était pour finir cet aparté sur ce soi-disant vaccin miracle qui va sortir du chapeau. Puis un autre point aussi, je crois que c'est Pierre Corry, ce médecin américain, il parle français, mais sa mère est française, je le connais. Il a déclaré l'autre jour, c'est incroyable, il y a plus de 100 000 articles qui sortent d'un seul coup sur l'hantavirus pour 3 morts en Argentine, quoi. On est dans un délire médiatique, mais qui est bien sûr instrumentalisé, pour faire peur, tout simplement. Je pense que c'est pour nous manipuler. Mais professeur, ils nous manipulent avec cette information et ils nous disent d'ores et déjà, alors qu'ils avouent être à l'étude de cette nouvelle forme d'hantavirus, soi-disant, ils disent il n'y a pas de traitement. Et vous dites, vous, que vous avez traité, y compris des gens qui avaient des insuffisances rénales. Comment est-ce possible? Il y a un traitement qui est symptomatique. Il n'y a pas de traitement reconnu antiviral sur le virus lui-même. Mais quand les gens arrivent dans une forme grave, en France, je vous dis, c'était plutôt des atteintes rénales, aux États-Unis, c'était plus des formes respiratoires. Alors, s'ils passent quelques jours en réanimation, si à la forme rénale qu'on avait en France, on fait quelques séances de rein artificiels, en général, les gens s'en sortent très bien. Bon, c'est un peu lourd comme traitement, mais c'est pas un médicament antiviral. Ce que je suggérais, alors là, pour l'instant, il n'y a aucune étude clinique, donc on n'a pas de confirmation. C'était comme au début du Covid, mais il y a des éléments très forts pour penser que l'hydroxychloroquine et l'ivermectine sont actifs sur cet hantavirus. Mais comme il n'y a pas eu d'étude clinique, bien sûr, les détracteurs vont dire qu'il faut une étude randomisée en double aveugle pendant des mois pour le confirmer. Mais comme on sait que ces médicaments n'ont presque pas d'effets secondaires, s'ils sont utilisés de façon correcte, on peut, je pense tout à fait, en tout cas, les proposer aux malades s'il y avait besoin. S'il n'y avait pas des autorités prenant des mesures contraires, basées sur des études frauduleuses, comme on l'a vu avec l'histoire du Lancet et d'Olivier Véran.
Mmh. Professeur, comment se fait-il qu'en plus, nous constatons un nouveau récit dans lequel nous avons maintenant des symptomatiques pas malades? Il y avait Oui, quand non, même ça aux États-Unis. heu, non, asymptomatique, c'est forcément qu'on a la maladie. Non, c'est les Oui, asymptomatiques. mais qui était voilà, négatif au test PCR de hantavirus. PCR, je le dis, il ne faut jamais la faire chez quelqu'un qui est asymptomatique. Il faut arrêter ce délire. C'est comme ça qu'Olivier Véran en France a créé la seconde vague, la troisième vague, la quatrième vague, parce que ces virus ARN messagers, bon, celui-là, il est ancien, mais pour le coronavirus, il était nouveau pour l'homme. Il est toujours de moins en moins virulent, parce que le virus s'adapte à l'homme s'adapte au virus. Et quand on nous faisait croire sur les plateaux de télé à l'automne 2020, attention, une deuxième vague arrive, elle va être plus terrible que la première, la troisième vague va tuer tout le monde, c'était des, pardonnez-moi les noms, des grosses conneries scientifiques. C'est pas possible. D'ailleurs, les vagues ont été de moins en moins. Il y a eu un petit peu de saturation qui a été organisée par le gouvernement la première vague, parce que ils ont organisé la saturation, ils empêchaient les 90% des hôpitaux de prendre en charge les coronavirus. Donc, ils étaient concentrés sur quelques hôpitaux qui effectivement étaient un peu débordés. Mais à la deuxième vague, bon, ça a été beaucoup moins. La troisième vague, il n'y avait plus grand-chose. Et la quatrième vague, maintenant, c'est terminé. Il n'y a plus de coronavirus. Il circule encore. Alors, quelquefois, on nous fait des alertes, mais il est devenu totalement bénin. Il donne des petits rhumes et des petites bronchites. Mais les gens continuent à se faire inoculer. Tout ça est hallucinant. Et, mais un asymptomatique n'est pas transmetteur. Voilà, parce que si c'est par voie respiratoire, il faut tousser, il faut cracher. Si vous toussez pas, il n'y a aucune raison que vous transmettiez. Donc, faut reprendre du bon sens épidémiologique de base, revenir au fondement des maladies infectieuses et pas tomber dans cette médecine soi-disant hyper technique. Il faut faire des PCR pour savoir si vous êtes malade ou pas. Ça n'a strictement aucun sens. Cette PCR, il faut la foutre à la poubelle. Elle ne sert à rien. Le diagnostic, il est clinique, on le connaît, on le confirme par la sérologie. Il n'y a absolument pas besoin de PCR. On peut en faire éventuellement chez des gens malades pour se rassurer, pour dire ah oui, c'est bien le bon diagnostic, mais ils leur font le coup parce ils vont faire des PCR dans tout l'environnement de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme. Et forcément, quand on fait des PCR chez des gens en bonne santé, statistiquement, on trouve toujours des tests positifs. Donc, je ne sais pas s'ils essaient de nous refaire le coup de petites épidémies qui vont pas être des malades, qui vont être des tests positifs, comme on a fait avec le Covid. C'est ça, bon, maintenant, c'est très bien qu'ils soignent cette dame, j'espère qu'elle va s'en sortir, qu'on isole les cas contacts, c'est tout à fait normal, mais de les isoler dans des conditions absolues, comme sachant la pression négative pendant plus de 40 jours, ça, pour moi, ça n'a pas de sens, mais c'est un isolement simple. Bon, évidemment, en empêchant de ces patients d'aller se promener partout si jamais un jour ils développaient des symptômes. Puis là, Oui, mais professeur, et encore. ils disent ça aussi, il faut isoler, mais n'empêche que quand le bateau est arrivé à l'île de Sainte-Hélène, la fameuse île de Napoléon, là-bas, ils ont fait escale. Il y a quand même beaucoup de touristes qui se sont enfuis, qui ont pris des avions commerciaux, des avions de ligne avec d'autres passagers, notamment pour l'Afrique du Sud, d'autres peut-être pour la Hollande, je crois. Il y avait des Français à bord d'ailleurs. Et là, ça gênait personne. Alors après, heureusement, bon, le gouvernement a envoyé un avion, un Falcon dédié pour les 5 Français qui ont été rapatriés après. Mais tout ça, ça n'a pas de sens. C'est encore une gestion. Moi, si j'avais été aux commandes, j'aurais dit, bon, ben, qu'est-ce qui s'est passé sur le bateau? S'il y a plein de gens qui tombent malades en même temps, c'est qu'il y a un problème dans la ventilation. Alors, soit ça a été répandu volontairement, bon, on n'en a pas la preuve, soit ça vient de rongeurs, donc il y a toujours des rongeurs dans les cales des bateaux. Il suffisait de sortir les gens, donc de faire une escale le plus vite possible, de sortir les gens du bateau, parce que les bateaux, c'est une boîte de conserve confinée, hein, et puis de dératiser le bateau, et puis en attendant que le bateau atteigne le rivage, de couper la clim, de couper toute ventilation. Je pense que c'est ça qui a disséminé. Mais au contraire, on a enfermé les gens dans leur cabine en laissant la ventilation marcher à fond. Et puis après, une fois à terre, ben, on isole les malades, on les hospitalise si besoin. Les autres, ben, on les met dans un bel hôtel au bord de la mer. On les, on les, Grands espaces, oui. on les met en quarantaine
Puis si jamais il y en a un qui développe des symptômes, ben, on peut l'extraire du groupe pour l'isoler et le soigner. Mais si on fait comme ça, bon, ben, on gère très très vite ce petit foyer épidémique qui est finalement minuscule. Mais là, il y a des milliards de gens qui doivent trembler à travers la planète. Mais ça, c'est encore Il le faut. pandémie des médias, quoi. C'est honteux. Quand je vois que c'est les mêmes journalistes, les mêmes médecins de plateau qui ramènent leurs fraises pour raconter les mêmes bêtises, sans aucune donnée scientifique, ben, ça fait froid dans le dos. Mais ceci dit, moi, je les remercie parce que finalement, en faisant peur comme ça, avec toutes ces supercheries qui maintenant sont sorties tout de suite, je pense que beaucoup de Français commençaient à s'éveiller, mais certains doutaient encore. Mais là, je pense qu'ils vont plus du tout douter. Et moi, je leur souhaite bon courage pour imposer des mesures inappropriées aux Français. De toute façon, moi, je pense que cette épidémie, si vraiment le virus n'est pas trafiqué, comme les données scientifiques semblent montrer, il va faire flop. Je pense que c'était un coup de bluff un peu organisé pour essayer de sauver l'OMS, parce que ça tombe, le calendrier montre que ça tombe comme par hasard, juste au bon moment. Et que Tedros avait annoncé peu de temps avant, bah, vous êtes contre le plan pandémique, mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir une bonne petite pandémie bientôt. Je ne sais plus si c'est lui ou d'autres qui ont dit ça, mais il y en a plusieurs qui ont fait circuler le bruit. Comme par hasard, juste le jour où il faut, ça tombe du ciel. Mm. Professeur, donc si ça prend pas, de toute façon, ils diront qu'ils ont réussi à endiguer, qu'ils ont réussi à soigner. Voilà, ça c'est voilà, enfin, c'est bien de gagner quelque chose. Et puis par ailleurs, il y a eu aussi une information assez hallucinante, c'est que ils parlaient des rats dans cette décharge, mais ensuite ils ont parlé de rats nageurs. Voilà, ça suffisait pas au récit de dire que la personne s'est déplacée sur une décharge, mais après ils ont inventé des rats nageurs qui accompagnaient le bateau en nageant pour contaminer, etc. Enfin, pas parce que si vous vous souvenez avant, quand on voulait prévenir la montée des rats sur les bateaux, quand il y avait les câbles qui accrochaient les bateaux au quai, il y avait ces espèces de petits cônes inversés, parce que les bateaux, ils montent souvent sur les bateaux, sur les câbles. Par la passerelle, si jamais la passerelle est laissée ouverte la nuit. Mais donc le fait qu'il y ait des rats dans les bateaux, des rongeurs. Alors pour le hantavirus, c'est plutôt les campagnols que les rats, mais enfin le rat est possible aussi. Il y a toujours des rongeurs dans les cales des bateaux. Les marins le savent très bien. Et c'est pour ça qu'on fait depuis la nuit des temps. Bien sûr, ça a toujours existé. Et le coup, ça me fait penser à Ratatouille. Le rat qui se met à nager derrière un bateau qui fonce dans l'Atlantique avec les moteurs à fond la caisse. Je ne vois pas comment un rat peut aller nager, grimper sur une coque qui glisse. C'est impossible. Donc, encore, ces bêtises-là, ça prouve qu'ils essaient absolument d'inventer un narratif pour absolument dire que c'est un phénomène tout à fait naturel, que ça vient de l'Argentine, que dans tout ça, ça colle pas. Moi, je suis désolé, j'adhère pas à ce narratif. Écoutez, merci beaucoup, cher professeur. Est-ce qu'on va s'attendre à un virus du lapin, du coup, pour que ça prenne cette fois-ci? Ils ont plein d'idées en tête, mais les pauvres, je les plains parce que maintenant, on sait qu'il y a des manipulations génétiques, peut-être déjà pour le premier SRAS, pour le coronavirus du chameau. Ils ont fait le coup de la variole du singe, ils ont fait le coup. Mais et le coronavirus, le SARS-CoV-2, il a fallu 20 ans pour le modifier par rapport au premier virus du SRAS. D'ailleurs, l'Institut Pasteur a travaillé là-dedans. Il y a eu Ralph Baric aux États-Unis, les Chinois. 20 ans de travail pour un virus qui a fait flop. Malheureusement, il y a quand même eu des dizaines de millions de morts du coronavirus. Il faut leur rendre hommage, hein, mais c'était des personnes très âgées, avec des grosses comorbidités, des maladies qui les fragilisaient beaucoup avant. Mais c'était pas l'effet escompté s'ils voulaient faire une pandémie, qui voulait abaisser la population mondiale à 500 millions de personnes. Et puis après, le vaccin fait plus de dégâts, soi-disant vaccin, que la maladie elle-même. Donc, on s'aperçoit qu'ils ont fait des essais chez l'animal comme ça pendant 20 ans, et puis que ça n'a pas marché. La variole du singe, ça n'a pas marché, ça a fait flop. Parce que pour eux, s'ils voulaient faire ça de façon bien, il faudrait faire des grandes études randomisées chez des volontaires. On fabrique un nouveau virus pandémique, un groupe qui accepterait de se faire inoculer, un autre groupe qui aurait le placebo. Là, ce serait une belle étude. Et après, ils pourraient
balancer un truc bien documenté, on est sûr qu'il va tuer comme il faut. Évidemment, ils peuvent pas faire ça. Donc, ils essaient de faire ça chez l'animal, mais c'est pas parce qu'un virus tue une souris que ça tue un homme. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Donc Oui, finalement, professeur, ils avaient quand même des laboratoires dans des pays où il y a tout un tas de pratiques qui peuvent être exercées sans qu'il y ait de sanctions. on sait qu'il y a eu longtemps, même aux États-Unis, ça a été reconnu officiellement. Il y avait même un rapport du Congrès américain il y a très longtemps. Ils avaient balancé des Serratia dans le métro de New York. Ils avaient fait des essais sur la population. Et puis il y avait eu des morts d'ailleurs d'infections. Soi-disant, la Serratia n'était pas pathogène pour l'homme, mais les gens fragiles ont quand même pu faire des infections sévères et mourir à l'époque. Je ne sais plus, dans les années 60, je ne sais plus la date exacte, mais enfin, ça, c'est des choses qu'on peut retrouver avec toutes les preuves et la reconnaissance d'ailleurs du Parlement américain à l'époque qui avait dénoncé ça. Et il y avait eu des études sur les humains au Guatemala. Il y avait même à Fort Detrick, on enfermait des gars qui ne voulaient pas aller faire la guerre du Vietnam. Alors, on les enfermait dans une géode, on leur faisait respirer des saloperies. Ils signaient un papier comme quoi on avait le droit de faire des essais sur eux. Donc, il y a eu plein de choses comme ça qui ont été faites, effectivement. Et d'ailleurs, sur cette histoire de Fort Detrick, j'en profite pour dire que Chris Newby, qui a écrit le livre Bitten, Bitten, c'est-à-dire mordu en anglais, sur toutes les révélations scientifiques prouvées sur l'origine un peu militaire de la maladie de Lyme. Il existait en anglais depuis 2019. Ça y est, il est traduit en français. Il va bientôt sortir. Je n'ai pas encore la date de sortie parce que j'ai écrit la préface. Et donc, c'est Chris, K-R-I-S Newby, N-E-W-B-Y, aux éditions Résurgence à Bruxelles. Et le livre va s'appeler Mordu, c'est la traduction de Bitten pour la morsure de tique. Ouais. Et j'encourage tous les gens, quand il va sortir, à le lire parce qu'il parle de la maladie de Lyme, mais il parle justement, c'est pour ça que j'en parle, de ces essais à Fort Detrick sur des germes possiblement dangereux. On a infecté volontairement des gens dans une géode avec des bactéries potentiellement mortelles. Ça s'appelait l'opération blouse blanche, c'était White Coat en anglais, blouse blanche, que vous pouvez retrouver sur Internet, il y a tous les documents officiels. C'est pas du tout des histoires complotistes, c'est la réalité scientifique, malheureusement. Donc voilà, ils sont prêts à tout, mais là, je pense pas qu'ils aient eu le temps de fabriquer comme ça 36 000 virus. Alors, ils vont essayer de nous faire peur avec la grippe aviaire, et ils font ça depuis 15 ans déjà. Et la grippe aviaire, ça ne se fait pas à l'homme, c'est un virus aviaire. Alors, ils essaient de le modifier. Il y a eu des preuves qu'ils essaient de le modifier pour qu'il s'adapte à l'homme, mais pour l'instant, ça n'a pas bien marché. Mais je sais qu'ils sont en train de préparer un nouveau vaccin grippe aviaire pour les humains. Alors, déjà, ils vaccinent les poulets. Ils ont massacré aussi des millions de poulets aux États-Unis, en Europe. Mais cette grippe aviaire, c'est vrai qu'il y a eu quelques très rares cas d'éleveurs qui sont morts, mais c'était des éleveurs qui étaient au milieu de cages où il y avait des milliers de poulets qui étaient dans des atmosphères confinées, parce que ce virus, pour l'homme, il ne va pas suffisamment profond dans les voies respiratoires pour contaminer un humain. Mais si vraiment vous en inhalez des tonnes de virus, vous pouvez finir par faire la grippe aviaire. Et je me souviens quand il y a eu les grandes épisodes aussi chez les volailles en Hollande, moi quand j'étais encore président des commissions, ça fait plus de 10 ans, je crois qu'il y avait eu un éleveur hollandais qui était décédé. Voilà, où il y avait, le nombre de cas, peut-être il y a eu 2-3 morts au total, mais il y a quand même une barrière d'espèces pour les microbes entre les animaux et les humains, heureusement. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.